Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Cercle des conseils. D'après le site Madines, chaque année en France se déroulent environ 185 000 sessions d'entreprise, soit l'équivalent de 750 000 emplois à préserver. C'est donc un enjeu majeur pour notre société et notre économie. Du côté du chef d'entreprise, c'est également un moment unique dans sa vie. Il va pouvoir enfin matérialiser l'enrichissement qu'il aura pu créer tout au long de sa carrière. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui au monde de la cession d'entreprise ou fusion-acquisition et plus particulièrement au monde de la santé et des pharmacies. C'est pourquoi j'ai invité ce matin Adrien Moulinas, qui est docteur en pharmacie et spécialiste de la cession d'officine au sein de Pharmacession, qui est basé sur Nîmes. J'aurai la chance de l'accueillir dans des conditions encore exceptionnelles. Je remercie d'ailleurs Emma et Denis Allegrini pour leur accueil et la mise à disposition de la bibliothèque de la suite Georges du Margaret Hotel Scholler à Nîmes. Je profite également de l'occasion pour féliciter les équipes et Georgina View pour l'obtention de la première étoile pour le restaurant gastronomique Rouge. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Adrien, je suis ravi de te recevoir pour ce deuxième épisode du Cercle des conseils. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, bonjour Fabien, merci à toi pour l'invitation dans ce magnifique lieu à Nîmes dans lequel je viens en voisin. Bon, écoute, Voilà. parfait. Alors, comme je l'ai dit en introduction, on va s'intéresser aujourd'hui à la cession d'entreprise et plus particulièrement à la cession de pharmacie. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter ton activité pour nos téléspectateurs, on va dire. Ouais, bien sûr. Je m'appelle Adrien Moulinas, donc j'ai 40 ans. Moi, je suis pharmacien de formation, donc j'ai fait la faculté à Montpellier. Ouais. Suite à ça, j'ai eu une première partie de carrière dans laquelle j'ai acquis une officine, une pharmacie traditionnelle que j'ai tenue pendant 12 ans. Puis j'ai évolué vers une activité de transaction que j'exerce aujourd'hui, donc au sein du cabinet Pharmacession dans lequel je suis associé. Donc on fait de la transaction d'officine, je vais y revenir sur à peu près les 2 tiers du territoire actuellement, avec une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas forcément très connu du grand public, c'est un métier qu'on pourrait qualifier de niche un petit peu, qui consiste dans un premier temps à faire de l'intermédiation entre les pharmaciens qui veulent vendre leur pharmacie et ceux qui veulent en acheter. D'accord. Bon, évidemment, après, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque c'est une prise en charge qui est globale, qui va du début du dossier jusqu'à de l'analyse financière et technique, jusqu'à l'accompagnement des clients à la banque, parce qu'on est aussi courtier en financement, le conseil sur la fiscalité, voilà, tout un tas de choses qui amènent l'accompagnement aussi dans les actes juridiques, donc tout un tas de choses qui amènent à un projet global. Donc c'est un accompagnement qui va durer plusieurs mois. D'accord, et donc qui nécessite, j'imagine, beaucoup de compétences Voilà, beaucoup de transversales. compétences, c'est ça qui est intéressant, beaucoup de compétences en même temps techniques, en termes de comptabilité, etc., fiscale aussi, et aussi commercial. D'accord. Voilà. Bon, on a un métier un petit peu qui se ressemble, puisque Oui, nous aussi, tout on à est un fait. peu des touche-à-tout en quelque sorte. Exactement. En tout cas, c'est des métiers qui s'interconnectent, ça c'est sûr. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que pour bien qu'on se rende compte finalement de ton métier et surtout du marché dans lequel tu évolues, est-ce que tu as quelques chiffres clés à nous donner? Oui, alors actuellement, il y a 21 000 pharmacies en France. L'an dernier, en 2022, donc les chiffres viennent de sortir, il y a eu 1490 ventes. Ouais. Voilà, c'est un marché qui a été très dynamique sur les dernières années. Là, il est un petit peu en train de baisser en termes de volume de vente, puisque 2022 versus 2021, on est plutôt sur une baisse des volumes de 7% à peu près. Les prix ont eu tendance à beaucoup augmenter les dernières années, les prix de vente pour plusieurs paramètres. On avait des taux d'emprunt qui étaient historiquement bas, un niveau de confiance des banquiers et des clients très fort dans la pharmacie. Mais il y a des grosses disparités. Aujourd'hui, dans les prix de vente, les pharmacies, en fonction de leur localisation géographique et en fonction de leur tranche de chiffre d'affaires, ça peut aller, on peut avoir des valorisations qui sont très très différentes. D'accord. Ouais. Ok. Adrien, tu es amené finalement à conseiller deux contreparties, soit les cédants, soit les acquéreurs. Aujourd'hui, pour ce podcast, on va s'intéresser plus particulièrement
aux cédants. Ouais. Quelle est la carte d'identité type, si on peut dire Ouais. ça, d'une personne qui souhaite céder? Écoute, je pense pas qu'il y ait une carte d'identité type Ouais, du cédant, mais néanmoins, c'est vrai que dans ma profession, ce qui représente la majorité des ventes, c'est pour les départs à la retraite. oui. Même si aujourd'hui, les nouvelles générations de pharmaciens travaillent différemment des générations précédentes. Oui. C'est-à-dire qu'avant, très souvent, on avait des pharmaciens qui conservaient leur outil de travail 20, 25, 30, 35 ans et qui le revendaient uniquement au moment du départ à la retraite. Mmh. Aujourd'hui, les pharmaciens vont avoir plus tendance à prendre une première affaire, chercher à la développer, la revendre pour réaliser une première fois leur capital, Oui, et ensuite continuer comme ça un petit peu les opérations. Donc il y a un turnover qui est plus régulier. Donc pas de carte d'identité type, oui, mais néanmoins quand même le départ à la retraite est la forme prépondérante. d'accord. Donc on va dire la moyenne d'âge aujourd'hui a tendance plutôt à se rajeunir, à se Alors non, chez les pharmaciens, on a une pyramide des âges qui est plutôt vieillissante, oui. qui est plutôt vieillissante. Donc c'est pour ça que dans les années à venir, il va y avoir encore pas mal de départs à la retraite. Mmh. On se pose plus la question du renouvellement des générations, Oui, puisque actuellement les études de pharmacie sont devenues un petit peu moins attractives. Donc mmh, il y a des pistes de réflexion pour les re-rendre attractives. Donc on aura plutôt une problématique de renouvellement de génération, je d'accord. pense. Ouais, c'est un peu une problématique qu'on retrouve dans pas mal de professions de santé, comme les médecins ou, Oui, exactement. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont un rapport au travail qui est aussi différent des générations précédentes, ouais, avec la volonté d'aménager son temps personnel, ouais, et ce qui est tout à fait entendable, bien sûr, et de pas être consacré 100% à la pharmacie, quoi. d'accord. Alors, quelles sont, aujourd'hui, lorsqu'on est cédant, les premières démarches à réaliser? Qu'est-ce qu'il faut par quoi on commence? Ben, simplement, je pense que quand on a envie de s'aider, le but, c'est de faire un état des lieux global de la Mmh. situation et de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Oui. Voilà, qu'est-ce que vaut mon outil de travail? Donc pour ça, ben, on aide à faire un état financier global, Mmh. mais aussi une valorisation autour de l'environnement commercial et médical de la pharmacie, ce qui est capital dans ce milieu-là, puisque aujourd'hui, les pharmacies, elles font à peu près 80% de leur chiffre d'affaires sur du médicament, donc Oui, sur de la prescription. d'accord. Donc la proximité avec d'autres professionnels médicaux est très importante. Voilà. Tout ça, ça va nous permettre d'évoluer rapidement vers une première valorisation Mmh. de la pharmacie, Oui. donc de commencer à avoir des ordres de grandeur de ce que le pharmacien pourra récupérer, Mmh. et aussi commencer à aborder la forme de la vente et la fiscalité du cédant. D'accord. Voilà. Alors, en termes de temps, est-ce que c'est un investissement, important pour le cédant dans cette première phase? Moi, ça représente pas tant de temps que ça, mais c'est toujours dans l'idée de le préparer Oui. quelques semaines, voire quelques mois à l'avance, avec des gens de confiance Mmh. qui vont pouvoir lui donner les premières grandes lignes, quoi. Grande ligne, Ouais. d'accord. Et du coup, parmi ces professionnels, on va retrouver quelle typologie de profession? Ah, il faut se constituer une équipe surtout basée sur la confiance, donc Oui. faire intervenir des gens soit de son entourage, soit des gens qui ont été recommandés par d'autres pharmaciens, etc., ou avec lesquels nous on peut mettre en relation. Donc à la base, il y a souvent l'expert comptable, Mmh. parce que c'est quand même le professionnel qui a la relation longue avec le Bien sûr. pharmacien depuis toutes les années d'exploitation. Donc c'est souvent une personne de confiance. Nous-mêmes, les transactionnaires, bien sûr, pour les valorisations, et aussi parce que c'est nous qui connaissons le mieux le marché parce qu'on le côtoie au quotidien. Oui. Et ensuite, surtout le côté fiscalité et après la session, Mmh. faire intervenir des avocats fiscalistes et des gestionnaires de patrimoine. D'accord. Donc oui, c'est vraiment on voit bien la transversalité, en fait, du Oui, métier et le pool de compétences qu'il est nécessaire, on va dire, de oui, rassembler oui, parce qu'il y pour, a plusieurs. Certains vont se concentrer sur l'avant-vente, oui, certains sur la vente en elle-même, bien sûr. et d'autres sur l'après-vente. Mmh. Donc c'est vraiment un accompagnement global qu'il faut. Alors, je sais que les choses ont beaucoup évolué ces derniers mois, voire ces 2-3 dernières années. Quel est le temps moyen aujourd'hui de transaction, on va dire, entre le moment où on prend contact avec vous et le moment où on trouve un acheteur, un acquéreur? Combien de temps il se passe? Franchement, c'est très variable. Ouais. C'est très variable en fonction déjà du temps de préparation. Mmh. C'est-à-dire s'il y a des pharmaciens qui ont préparé en amont
déjà tout ce dont on parle et qui ont juste besoin, entre guillemets, qu'on leur trouve un acquéreur, ça peut être plus rapide. Après, ça dépend essentiellement de l'attractivité de la pharmacie. Voilà. Il y a les pharmacies les plus recherchées peuvent se vendre comme dans l'immobilier assez rapidement, alors que d'autres pharmacies avec des chiffres d'affaires plus restreints ou dans des zones plus rurales, Oui. ça peut demander un travail plus long parce qu'on va s'adresser à un pool d'acquéreurs qui sera plus petit. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question, mais on va dire ça peut… Déjà, une session en elle-même, c'est long. Oui. Le jour où on a trouvé quelqu'un, il faut encore 6 mois avant la prise de possession. Donc, en plus de ces 6 mois-là, ben, ça va être de 1 mois à 2 ans, parfois plus. D'accord. Ouais. Ouais, donc il faut tenir compte de cela quand on est dans une phase de réflexion. Exactement. De se dire, de toute façon, on a quand même un peu de temps. Le jour, ouais, voilà, le jour où on décide de partir, on ne part pas le lendemain. Ouais, ouais. C'est quand même assez long. Alors, il y a une question qui est centrale quand Oui. on cherche à céder son entreprise ou sa pharmacie, bah, c'est le prix de cession. Oui. Comment aujourd'hui vous aidez les pharmaciens à évaluer ce prix? Ben, aujourd'hui, globalement, il y a deux méthodes voilà, qui sont là. Une méthode qui est un peu datée, qui est encore pas mal utilisée par les vendeurs, c'est d'exprimer le prix de vente en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe de l'officine. C'est une méthode qu'on cherche, nous, le plus possible un petit peu à éviter parce qu'elle n'est pas forcément très réaliste. Il faut faire des retraitements de certains chiffres d'affaires qui ne sont pas récurrents ou qui ne ramènent pas grand-chose, comme les produits chers en pharmacie. Plus le produit est cher, moins il va rapporter de marge aux pharmaciens. Et les produits qui sont issus aussi de la vente du Covid, qu'on va retraiter parce qu'ils ne seront pas récurrents sur les 12 années du crédit du repreneur. C'est vrai qu'il y a eu une grande phase de vaccination. Vaccination et tests antigéniques, surtout, voilà, ouais. donc ça a amené beaucoup de chiffre d'affaires en pharmacie. Mais néanmoins, pour la personne qui reprend aujourd'hui, il va pas le faire toute sa vie. Enfin, sauf parce que le Covid s'est inscrit dans le temps, ce qu'on ne souhaite pas. Et puis la deuxième méthode qui est beaucoup plus utilisée par les professionnels du marché comme nous, c'est d'exprimer le prix de vente en pourcentage en multiple de l'EBE, donc l'excédent brut d'exploitation. Et ça va donner une image beaucoup plus fidèle de la rentabilité intrinsèque de l'outil de travail. Après, on utilise aussi des études qui sortent chaque année, comme celle d'Interfimo, qui donnent sur l'année N-1 les moyennes et les pourcentages de vente en fonction du chiffre d'affaires et en fonction des multiples de BE, de la localisation géographique des pharmacies sur toute la France. Donc, ça permet aussi de situer en fonction de la pharmacie, de là où elle est, de se situer dans une fourchette. D'accord. Au niveau des modes de cession, j'imagine qu'aujourd'hui il y a deux possibilités, soit une cession de parts ou une cession de fonds de commerce. Tout à fait, Quel est aujourd'hui, on va dire, le mode de cession privilégié? Aujourd'hui, on est à peu près sur du 50-50. En 2022, c'était 55% de vente de fonds, 45% de vente de titres. Alors historiquement, il y avait beaucoup plus de ventes de fonds. C'est le sens de l'histoire qu'on ait de plus en plus de ventes de titres, forcément. Les pharmaciens exploitent aujourd'hui tous à travers des pharmacies, des sociétés à l'IS. Notamment, il y avait plus de sociétés à l'IR. Donc, plus le temps va passer, plus il va y avoir un déséquilibre en faveur de la vente de titres, principalement suite à des préoccupations des cédants autour de leur fiscalité. D'accord. Alors, dans le premier épisode, j'avais reçu Julien Rainville, qui était spécialiste courtier en crédit immobilier, on va dire, pour les particuliers. Et je lui avais posé la question de l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt sur le marché immobilier. De ton côté, sur la cession de pharmacie, quel impact ça a eu? C'est un casse-tête pour nous aujourd'hui, ce sujet. Voilà, c'est quand même un problème. Je pense que ça a commencé à faire baisser les volumes de vente au second semestre 2022, quand les taux ont commencé à s'envoler. Le problème qu'on a, c'est que les vendeurs vont utiliser comme référence les valeurs de valorisation de l'année N-1, à part qu'entre-temps, les taux ont été multipliés par 8. Donc l'impact pour l'acquéreur, il est colossal. Voilà, sur la durée du prêt, ça peut représenter plus de 10% du prix. Donc c'est quand même très très fort. Donc aujourd'hui, on a un peu un effet cisaille entre les capacités d'emprunt des acquéreurs et les attentes de valorisation des vendeurs. Donc ça va créer, je pense, une forme un petit peu d'attente sur le marché en 2023. Alors
la pharmacie, ça reste un peu spécifique quand même. Oui, Les plus belles affaires aujourd'hui sont pas trop impactées sur leur valorisation par rapport à cette problématique des taux d'emprunt. Mais néanmoins, parce qu'il y a, voilà, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, oui, selon les régions. oui, Mais forcément, les prix de vente ne peuvent que s'éroder avec ce phénomène de taux d'emprunt, parce que tout ne monte pas au ciel. bien sûr. Et voilà, il va falloir revenir à des standards bancaires. C'est comme d'habitude, hein, c'est les banques qui vont arbitrer le débat. Hein. Il va, comme dans l'immobilier, commencer à avoir des refus de prêt. Si les prix restent trop hauts, voilà, les clients vont devoir, à mon avis, apporter plus de fonds propres et revenir sur des critères bancaires qu'on a connus par le passé. Oui. Voilà. Alors, il y a, je pense, plusieurs étapes dans l'accompagnement d'un cédant. On vient de parler de l'analyse technique, économique. Oui. Dans mon métier, je le vois également, il y a une approche psychologique qui est peut-être prépondérante, Oui. quelquefois à tout le reste. Comment, chez Pharmacession, aujourd'hui, vous abordez ce sujet? Comment vous préparez le cédant à cet événement qui est souvent l'événement d'une vie? Oui, bah, c'est vrai que cette peur du vide, comme toi, je la rencontre souvent. Je m'adresse à des dirigeants d'entreprise qui ont un peu vécu à 1000% leur Eh aventure oui. entrepreneuriale et qui d'un coup veulent partir à la retraite ou sont un peu en bout de course et disent bon ben je vends. Et là d'un coup, ouf, qu'est-ce qui se passe après? Effectivement, ça peut changer les relations, le statut social, etc. Et donc l'idée, c'est toujours la même, c'est de préparer en amont Oui. et de laisser le temps aux gens de faire des études qui sont approfondies de leur pharmacie. Et donc, au fur et à mesure de cette étude, les questions vont apparaître. Oui. Et il va répondre avec notre aide, mais de lui-même petit à petit à ces questions. Et donc, il va lui-même évoluer dans sa réflexion sur les paramètres personnels, mais aussi sur les paramètres de constitution d'un revenu futur. Oui. Et donc, c'est au cours de cette démarche où lui-même va se désangoisser autour de cette peur du vide. Bien sûr. Ça va devenir de plus en plus concret et voilà, on sera là pour l'accompagner là-dessus. Donc, c'est laisser le temps aux personnes voilà, de prendre cette décision qui est une décision très importante, forcément. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que nous, ce qu'on remarque alors, dans la session d'entreprise en global, c'est souvent que la gestion des affaires professionnelles est souvent différente des gestions personnelles. Les dirigeants sont souvent plus à l'aise à mener leur barque en quelque sorte Oui. et à gérer leur business. Et des fois, c'est un peu moins évident sur le côté particulier. Est-ce que là aussi, vous aidez vos clients à les projeter dans leur avenir proche? Oui, ben, tout ça, ça tourne un petit peu quand même autour de la question du réemploi des capitaux. Et si on peut, on essaie d'aborder ça le plus possible en amont, Oui, si le dirigeant d'entreprise en a la volonté, parce que bien sûr. parfois il y a un petit tabou aussi là-dessus. Mm. Et puis on va nous essayer de le conseiller peut-être différemment en fonction du stade de sa carrière où il est. Mm. Clairement, un pharmacien de 40-45 ans qui va céder son affaire n'aura pas les mêmes attentes qu'un retraité. Il va se retrouver plus dans une phase où il va chercher à continuer à augmenter son capital et ses actifs, Oui. alors que les personnes qui partent à la retraite seront plus sur des logiques de transmission. Mm. Donc, si possible, on aborde ça en amont et on dit voilà, vous avez la possibilité soit de vendre votre fonds de commerce, vous aurez telle fiscalité, vous vous retrouvez dans telle situation, vous pourrez faire ça, ça et ça, soit vous vendez des titres, vous aurez telle fiscalité, vous pourrez faire ça, ça et ça. Mm. Et ensuite, c'est là que nous, on donne des pistes et on Oui. a besoin d'autres professionnels ensuite, comme les fiscalistes et les gestionnaires de patrimoine, qui vont rendre la chose plus concrète. Oui. Ok, on a la possibilité d'investir, mais dans quoi? Mm. Voilà, nous, on ne commercialise pas de produits. Donc, on essaye toujours de rester dans cette logique, si c'est possible et si le dirigeant le souhaite, Bien sûr. de préparation. On vient de parler de l'approche psychologique, Ouais. de l'évaluation du prix de cession. La fiscalité est également un pan important dans un process de cession. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui sur cette fiscalité? Bah, sur la fiscalité, elle va dépendre de pas mal de facteurs, mais en particulier comment dire, de la façon dont le pharmacien a choisi de vendre sa pharmacie. Une vente Ouais. de fonds, une vente de titres vont entraîner, on peut vendre le fonds et conserver la coquille Ouais. et la transformer. On peut vendre le fonds et dissoudre la société, vendre les titres ou même faire un apport cession
qui peut être très intéressant, mais dans ce cas-là, on optimise sa fiscalité, mais il y a une nécessité de réemploi des capitaux, d'une partie des capitaux, 60% en l'occurrence, dans les 2 ans. Ça peut être fait dans un autre outil de travail, ou ça peut être fait sur des supports financiers éligibles au 150 0 BTR. Donc oui, on aborde tout ça sans jamais pousser le pharmacien dans une solution qui nous paraît la meilleure. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de lui donner tout le panel de ce qu'il peut faire, bien sûr, et que lui, de lui-même, arrive à se dire, bon, par rapport à mes attentes et mes envies, c'est vers ça qu'il faut que j'aille, quoi. Voilà, c'est comme dans le commerce, toujours préférable que le client achète un produit plutôt qu'on le lui vende. Bien sûr, bien sûr. Puis c'est vrai que les situations patrimoniales, familiales peuvent être différentes. Des fois, on peut profiter de cette occasion pour faire un retour au cash dans le patrimoine personnel, sortir d'une structure sociétaire pour gérer aussi du capital, on va dire de manière scindée par rapport à… Oui, c'est une question qui se pose beaucoup aujourd'hui, puisque aujourd'hui, avec la présidence Macron, on a un prélèvement forfaitaire unique à 30%. Qu'est-ce qu'il en sera demain? On ne sait pas. Donc, de plus en plus de dirigeants se posent aussi la question. Effectivement, tu as raison. Dans certains cas, ça peut être envisagé de faire un retour au cash personnel et de se dire, bon, aujourd'hui, c'est 30%. Peut-être demain, ce sera 40, 45, 50. Je veux dire, la fiscalité, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Sous François Hollande, elle était complètement différente. Bien sûr. Donc effectivement, tout ça, même si on n'a pas la boule de cristal, demain, la fiscalité peut être encore plus favorable ou pas. Voilà. C'est vrai qu'historiquement, si mes chiffres sont bons depuis à peu près plus de 20 ans, la fiscalité aujourd'hui sur les plus-values mobilières est la plus basse qu'on ait connue. Exactement, exactement. Puisqu'elle intègre les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu pour un impôt global de 30%. Tout à fait. Et bon, en pharmacie, les capitaux peuvent être importants, puisqu'on parle régulièrement de quelques millions d'euros. Donc, les enjeux fiscaux sont grands. Et pour ces montants-là, il faut rajouter une taxation supplémentaire qui est la CEHR. Oui, la CEHR, oui, tout à fait. Ça, on l'oublie souvent. C'est un impôt qui n'est pas très vieux. C'est un impôt qui n'est pas très vieux, donc c'est pour ça qu'on a du mal à s'y habituer. Mais oui, il y a un petit peu de CEHR qui vient encore gonfler l'enveloppe fiscale. Tout à fait. Donc, c'est des frottements fiscaux qu'il faut intégrer aussi dans la réflexion. Exactement. Et qui peuvent aussi venir perturber la rémunération des capitaux par la suite, notamment dans la recherche de revenus complémentaires. C'est vraiment tout ça qu'il faut essayer d'intégrer. Alors, Adrien, en synthèse, quels sont les conseils que tu pourrais donner à aujourd'hui un pharmacien ou une pharmacienne qui se pose des questions et qui aurait peut-être envie de céder à terme son officine? Les grands conseils à donner, c'est un peu du bon sens. C'est pas, on ne va pas réinventer la vie, mais c'est des conseils qui, selon moi, sont applicables à toutes les situations de la vie, pas uniquement dans la session d'entreprise. C'est prendre ce temps de réflexion en amont, préparer sa vente, savoir où on va pour éviter les écueils futurs, et surtout avoir à faire des choix de dernier moment qui vont être systématiquement coûteux, et surtout de bien s'entourer. Voilà, surtout de bien s'entourer avec des personnes de confiance et compétentes. Je pense qu'aujourd'hui, les pharmaciens, ils ont une formation qui est scientifique, même s'ils ont quelques notions de comptabilité et de lecture de bilan, parce qu'ils ont un bilan chaque année depuis de nombreuses années. Néanmoins, ils vont vite être en butée. Donc, le pharmacien aujourd'hui qui veut vraiment optimiser sa sortie et capitaliser sur son futur, il est, selon moi, obligé de faire intervenir des gens qui vont l'aider là-dedans. Bien s'entourer. Bien s'entourer. Ok. Alors, j'ai pour habitude de terminer ce podcast par la question décalée. Quelle est, on va dire, la demande la plus farfelue ou insolite qu'on ait pu te poser ces dernières années? Alors, j'ai pas vraiment de demande insolite. Bon, moi, je travaille beaucoup avec des pharmaciens, des experts comptables, des fiscalistes. Donc, bon, ça reste quand même des gens assez structurés qui font rarement des demandes extravagantes. Mais néanmoins, je suis assez souvent sollicité par des gens qui veulent investir dans la pharmacie. Ça leur paraît être un bon plan, mais qui n'ont absolument rien à voir avec le monde de la pharmacie, qui ne sont pas pharmaciens.
Et aujourd'hui, ben, c'est pas possible. Pour souscrire au capital d'une pharmacie, il faut être pharmacien. C'est une profession qui est réglementée Oui, et qui actuellement est protégée par un monopole. Comme beaucoup de professions médicales en particulier, ça fait de très nombreuses années dont on parle de la levée du monopole. hmm, Mais néanmoins, moi, quand j'ai commencé mes études il y a plus de 20 ans, on parlait déjà de ça et bon, le monopole est toujours pas levé et je pense pas qu'il le soit encore dans les années à venir. Donc, pour l'instant, oui. investissement dans les pharmacies uniquement pour les pharmaciens. Bon, très bien. Ouais, écoute Adrien, je te remercie vraiment d'avoir participé à cette Merci à toi. interview. C'était extrêmement intéressant. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Ben, super, merci. C'était passionnant. J'espère que vous, de votre côté également, vous avez pu apprécier cet échange et les informations très pertinentes qu'Adrien et Pharmacession nous ont données aujourd'hui. Je vous donne bientôt rendez-vous pour une prochaine interview. J'aurai l'occasion d'interviewer un expert comptable, mais également aussi une avocate fiscaliste. D'ici là, vous pouvez continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma page YouTube, mais également sur Instagram, à la page fabien.magda.cyrusconseil. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.